Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h16, on va parler du redémarrage de l'économie grâce à l'industrie, notamment avec Alexandre Sobo, président de France Industrie. Bonjour. Bonjour. Oui, parce que toutes les bonnes nouvelles qu'on a égrenées ce matin, elles viennent en grande partie de l'industrie. On a eu la note de conjoncture de la Banque de France hier soir, qui annonce un redémarrage de notre économie, notamment côté industrie. C'est vrai qu'il y a plein de signes qui montrent que c'est reparti. Le cours des matières premières, le pétrole, c'est vraiment reparti. Écoutez, il y a des signes positifs, c'est incontestable. Déjà, l'industrie a bien résisté à la crise. Elle s'est mise en ordre de marche finalement assez rapidement. Elle est restée en capacité de produire. Après, on a vu tout le deuxième semestre de l'attentisme lié à la crise sanitaire, à la non-certitude de la date de sortie. Et je crois que les annonces sur les vaccins, avec l'idée que globalement dans le monde entier, on retrouverait une vie, j'ose pas dire normale, mais plus normale autour de l'été, comme l'industrie anticipe, comme les gens investissent. On a vu autour de Noël, effectivement, un vrai changement des anticipations, un rebond des commandes dans un certain nombre de secteurs. Et puis, on a vu la manifestation de ce genre de rebond un peu inattendu, avec des tensions sur les matières premières, sur un certain nombre de composants critiques. On a beaucoup parlé des microprocesseurs, mais c'est malheureusement pas les seuls. Et comme toujours, dans ces phases de redémarrage, il y a un petit peu de tension dans le système. Et c'est quand même quelque part des bonnes nouvelles. Ça veut dire que l'activité repart. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de services qui ont beaucoup souffert, notamment, on le sait, dans la restauration, dans le tourisme, etc. Et donc, effectivement, une partie de la clé de la reprise économique, elle viendra de l'industrie. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de signaux contradictoires. Il y a une dizaine de jours, on a eu cette étude de Rexecode sur la perte de compétitivité de l'industrie française, en tout cas en 2020, à l'export, notamment par rapport à nos voisins européens. Vous avez ce sentiment, là, vous aussi, qu'on a décroché en 2020 ? Pourquoi ? C'est bizarre. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on voit par ailleurs. Non, je pense qu'il faut à la fois regarder avec lucidité ce qui s'est passé en 2020, et ça a été une année difficile pour tout le monde, y compris pour l'industrie, qui a perdu de la production, qui a perdu des résultats, de la capacité d'investissement. Et pourquoi plus que les autres pays européens ? Je pense que quand on regarde les chiffres, c'est pas tellement plus, puisque finalement la production industrielle en baisse sur l'année dernière entre la France et l'Allemagne, les écarts sont assez modestes, mais en revanche, sur l'ensemble de l'activité, on voit bien qu'il y a eu un trou. Il y a eu un trou qui est marqué. Et puis, quand on regarde de près, une des grandes spécificités de la France, c'était quand même l'aéronautique, qui est un des secteurs qui a été particulièrement marqué par toutes les restrictions qu'on a connues tout au long de l'année dernière, et avec des perspectives de rebond par 2024, le luxe 2025. Alors le luxe a beaucoup souffert lié au voyage, mais si j'ai bien compris les chiffres, et un certain nombre de chiffres publiés récemment montrent qu'au global sur l'année, il y a quand même eu des plus à la place des moins. Les gens ont acheté ailleurs, notamment en Asie, qui est quand même reparti beaucoup plus vite, et la Chine est partie beaucoup plus vite que ce qu'on a vu en Europe. Il y a un vrai dynamisme de ces activités. Et si j'ai bien vu les chiffres de nos grands fleurons du luxe, et je me réjouis que le luxe soit une force française. Ils ont bien amorti en termes de marge et de bénéfices, mais en termes de chiffre d'affaires, ils ont quand même marqué le coup. De toute façon, dans ces périodes de fermeture ou de confinement, il y a des choses qui ne se rattrapent jamais complètement. Mais quand même, c'était plus que ça, l'étude de Rexecode. Il disait qu'on avait bien sûr décroché à cause de tout ce que vous dites, mais il dit que ça ne suffisait pas à expliquer le différentiel de compétitivité par rapport aux autres. Ils étaient plus pessimistes que vous. Si vous voulez, l'industrie française a été fragilisée de façon régulière et forte pendant les 30 dernières années. Ouais. Et on l'a vu avec une industrie qui a quasiment divisé par 2 son poids dans le PIB quand la baisse en Allemagne était d'à peu près à la moitié. Ouais. Donc il y a bien eu des effets assez forts. Et dans ces périodes, alors on avait réussi avec le CICE, le pacte de responsabilité et toutes les mesures positives prises par le gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron depuis 2017, on avait stabilisé la situation, on avait vu un tout début de réindustrialisation, plus d'usines qui ouvrent, qui ferment, un emploi industriel qui se remet à augmenter. Donc on avait enfin stabilisé les choses, on était reparti sur une courbe, j'allais dire, légèrement positive. Ouais. Mais quand vous avez pris 30 ans de retard, vous rattrapez pas 30 ans de retard en 3 mois de stabilisation. Donc de toute façon, il y a un travail de fond à faire sur l'innovation, sur la compétitivité, sur notre écosystème pour que la France soit une terre attractive pour l'industrie. Alors beaucoup a été fait. Dernière mesure en date, on va parler un peu sur les sociétés. Dernière mesure en date, c'est évidemment la baisse des impôts de production, 10 milliards d'euros. On va entamer un débat économique à quelques mois de la présidentielle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour que l'industrie, effectivement, conserve ses parts de marché, ses 7,5 millions d'emplois directs et indirects Est-ce que là, le contexte réglementaire, fiscal est le bon ?
Écoutez, on a enfin mis une priorité sur l'industrie, puisque le plan de relance, c'est un tiers, en gros, qui est destiné à l'industrie. C'est dans les 30 dernières années la première fois qu'un plan de soutien, un plan de baisse d'impôts décidé par le gouvernement accorde une telle priorité à l'industrie. Donc il faut d'abord s'en réjouir. Ensuite, il faut se saisir des outils, ce que nos entreprises industrielles ont fait. Entre 12 et 14 000 dossiers de déposés dans le cadre de tous les guichets. Ça marche encore mieux qu'on pensait, hein, vous avez vu. Hein. Ça, clairement, on s'est tous mobilisés. Et le gouvernement a été obligé de mettre une rallonge de 1 milliard. Là. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a des projets, ça veut dire qu'on va mettre plus de machines, plus d'équipements, plus d'investissements en France. Et donc demain, on produira plus. Donc il faut se réjouir de cette réaction du secteur. Mais il reste beaucoup à faire. Quand on regarde les impôts de production, l'écart avec l'Allemagne a été réduit, mais il reste considérable. Et puis, il faut aussi montrer que toutes ces premières mesures marchent. C'est-à-dire que finalement, à travers tous ces guichets, à travers ces premières mesures de soutien bien ciblées, je rencontre tous les jours des industriels qui vont faire des choses qu'ils n'auraient pas fait hier. Il va falloir raconter ces histoires, montrer à nos concitoyens que ces mesures permettent de réindustrialiser le pays, permettent d'ouvrir plus d'usines ou d'agrandir des usines existantes. Tout ça, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour la fracture territoriale. On va montrer que ça marche et puis on va, dans le cadre de la campagne présidentielle qui s'annonce, continuer à dire qu'il faut continuer à faire des choses pour l'industrie parce qu'il en va, on l'a vu dans cette crise, de notre souveraineté, de notre indépendance, de notre capacité à satisfaire les besoins de nos concitoyens sans être dépendant de la bonne volonté des uns et des autres. Le plan de relance français, le plan de relance du gouvernement cible quand même, alors il y a cet appel d'offres à projet, mais il y a d'immenses milliards qui sont mis sur des secteurs particuliers, des choix gouvernementaux, par exemple je pense à l'hydrogène notamment. Est-ce que c'est le rôle de l'État, comme ça, de flécher autant, de dire les investissements d'avenir, la technologie sur laquelle moi je mets 7 milliards, l'Europe va en mettre 30, c'est l'hydrogène? Écoutez, c'est le résultat d'un travail commun. En fait, pendant les 2 dernières années, il y a eu un énorme travail autour du pacte productif entre France Industrie, toutes nos fédérations, toutes nos grandes entreprises et l'État, pour se dire, on partage le diagnostic que l'industrie française est à un niveau, un point de non-retour, qu'il faut inverser la tendance, et on ne peut pas tout faire, et il ne faut pas tout faire, parce que si on arrose, on va aller sur des secteurs où on n'a aucune chance de réussir, et donc on a fait tout ce travail qui a conduit aux grandes priorités du plan de relance, l'écologie, le numérique, l'innovation, et puis la relocalisation, en tout cas la résilience, pour faire venir ou revenir des choses qui auraient pu aller ailleurs. Et c'est autour de ces priorités qu'on s'est tous mobilisés. C'est le travail sur l'innovation qui avait été fait par Benoît Potier. C'est tout ce diagnostic partagé qui a permis de définir des priorités. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça a été fait ensemble. Je prends un exemple, le vôtre, parce que vous êtes par ailleurs dirigeant d'une entreprise aussi Olotte, qui fait des nacelles. 2000 salariés, 700 en France. Est-ce que vous, par exemple, vous allez prendre les nouveaux dispositifs comme les prêts participatifs qui sont proposés ? Écoutez, alors nous, on a, j'allais dire, cette chance et cette malchance de connaître un métier très cyclique dans lequel on a une crise tous les 5 à 10 ans. Et donc, certes, celle-là a été particulièrement originale dans sa cause, puisque j'avoue que la crise sanitaire, c'est notre première, mais dans ses effets sur notre marché, c'est finalement pas très différent. Donc, on a mis en place les outils habituels, on a réduit les coûts, on a utilisé le chômage partiel, on a maintenu tous nos dispositifs stratégiques et, j'allais dire, on a géré comme d'habitude cette crise avec les moyens et la flexibilité de notre organisation. Et donc, on n'a pas fait appel au PGE. Je ne pense pas qu'on fera appel aux prêts participatifs, mais on verra dans les semaines et les mois à venir si des besoins nouveaux se font sentir et si nos outils habituels ne fonctionnent pas. Vous savez, dans cette période où finalement les situations sont très diverses, ce qui est important, c'est que sur l'étagère, il y a le maximum d'outils. Il y avait les PGE, la capacité de les étendre, il y a les fonds de soutien sectoriels ou régionaux, il y a les nouveaux prêts participatifs. Finalement, il faut que chaque entreprise trouve chaussure à son pied. Et il ne faut pas perdre de vue quand même que l'année 2020 a fragilisé notre tissu industriel. Il s'est très vite adapté, il a été très résilient, mais ne nous cachons pas d'un autre petit doigt, une année comme ça fait mal. Et donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour que ça reparte vite, accompagner et aider toutes nos entreprises industrielles. C'est fondamental. Rassurez-moi pour Olotte, les nacelles et les chariots élévateurs, ça repart là normalement. Ça, depuis juste avant le Noël, ça va effectivement mieux. On a vu un vrai attentisme à l'automne et des gens qui se remettent à croire que ça va repartir, et donc tous les biens d'équipement, les chantiers tournent, tout va bien. Une question quand même, vous avez vu que l'assurance chômage, le gouvernement voulait absolument faire adopter la réforme. Il y a dedans un dispositif sur les contrats courts, la taxation des contrats courts, avec quand même des dérogations pour certains secteurs. Est-ce que ces dérogations vont assez loin selon vous ? Écoutez, je pense que sur ce sujet, on ne réglera pas le problème de la précarité par des taxes. Alors, on peut imaginer tous les systèmes qu'on veut.
Le vrai sujet, c'est de regarder secteur par secteur, au plus près du marché du travail, les bons équilibres. Ouais. Et trouver ensemble, dans le dialogue social, au plus près du terrain, la meilleure façon de faire évoluer. Mais normalement, c'est ce que prévoit le texte. Selon les secteurs, la taxation ne sera pas les mêmes par rapport aux pratiques moyennes du secteur, non ? Et il faut bien voir aujourd'hui, la réalité, c'est que de toute façon, le niveau de taxation qu'il faudrait mettre en place pour modifier significativement les comportements détruit l'emploi avant de le transformer. Donc c'est par le dialogue social sur le terrain, dans les branches concernées, qu'on trouvera les solutions, parce que je veux dire, personne ne fait de la précarité pour le plaisir. Je connais personne qui fait de la précarité pour le plaisir. Donc à un moment, c'est une réponse à des contraintes économiques, à des contraintes comportementales. Enfin, on peut prendre le consommateur. Je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui, il se met à 10h du soir sur son ordinateur, il commande quelque chose et il l'attend le lendemain matin à 9h. Donc ça génère une volatilité dans certaines activités auxquelles on ne peut pas répondre par de l'emploi permanent. Donc est-ce qu'on est prêt à changer nos comportements ? Comment on peut mutualiser une partie des choses ? C'est sur le terrain qu'on le fera. Je pense vraiment que cette idée que c'est en taxant qu'on va régler le problème est une idée fausse. Merci Alexandre Sobo, président de France Industrie, d'avoir été l'invité ce matin de la matinale de l'économie.